Et maintenant que j'ai fini tout ça, je vais laisser le cher speaker se présenter très rapidement. Je suis assis du mauvais côté. Bonjour tout le monde, moi c'est Steve, je suis ingénieur de formation et puis ça fait un petit moment maintenant que je fais du design system en tant qu'ingé. J'ai un background aussi en interaction humain-machine, je suis freelance, je travaille actuellement pour France Télévisions sur du design system de télé, c'est assez marrant. J'ai été à Back Market où j'ai bossé sur un design system assez gros, assez bien installé, assez fortement adopté par une grosse équipe, c'était assez intéressant. Puis j'ai fait un petit tour en agence aussi avec des problématiques assez différentes. Voilà. Et je ne sais pas quoi dire d'autre, donc je vais tendre le micro. Merci. Du coup, moi, c'est Marie-Aline. J'ai créé du coup Design System France, qui est maintenant entre les bonnes mains de Jules. Donc, passionnée de Design System depuis un bon paquet d'années. J'ai eu des rôles de Product Designer, Designer Ops et plus récemment du coup de Design System Manager. Du coup, dernièrement dans des fintech. Voilà, donc j'aime le Design System, c'est la première fois que je suis assise ici, donc c'est rigolo. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée. Merci. Moi, du coup, c'est Cyril, je suis staff engineer chez Payfit, dans ses bureaux. J'ai un background de développement front-end en open source, j'en ai beaucoup fait. Aujourd'hui, je suis en charge du design system de Payfit, de l'ancien, sur lequel on ne contribue pas trop, on va en parler un peu après, je pense, et aussi du nouveau. Voilà. Merci. Moi, c'est Camille Delbord et je suis actuellement lead design système au sein de l'assurance retraite, qui est aussi appelée la CNAV. Et je suis aussi lead startup, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Et auparavant, j'ai travaillé chez KissKissBankBank où j'ai contribué aussi à la création du design system. Merci beaucoup. Du coup, j'ai réalisé juste un truc, c'est que j'ai plus mes notes pour ce qu'on filme. J'ai juste le premier sujet en tête, mais du coup, je ne sais pas si vous aviez vos notes quelque part. Ouais, je sais, mais pour les suivants, je voulais dire. Ah oui, je peux Du coup, le premier sujet qu'on voulait voir avec vous autour de ces échecs de design system, c'est peut-être commencer par le début, et donc sur ces fameuses fondations, quand on démarre un design system, un peu les premières erreurs, les premiers échecs en fait, qu'on peut faire, et dont on se rend compte peut-être beaucoup plus tard, ou peut-être dès le début. Et je crois que Steve, tu avais quelque chose qui était plutôt intéressant à raconter sur le fait de démarrer quelque chose et puis après de faire beaucoup d'allers-retours en arrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais. Alors c'est un peu un thème général, je pense qu'on l'a toutes et tous vécu. Dans un design system, on va mettre en place des tokens et puis une semaine après, 6 mois après, 1 an après, on se dit ah ben mince, faut tout recommencer, on s'est trompé. On va mettre en place un process de support et puis 3 semaines après, on s'est trompé. Et puis pareil pour les process de contribution, pour les choix de librairie de traduction dans son front-end, ce genre de choses. J'aime beaucoup dire que un design system, c'est pas une librairie de composants, un design system, c'est pas un produit, un design system, c'est de l'infrastructure. Pour moi, au même titre que les gens qui vont gérer votre cloud dans votre boîte, je sais pas, la RH, les gens qui vont gérer toute votre stratégie contenu, l'hébergement de votre contenu, la traduction, etc. Bah, c'est une fonction, vous avez besoin que ce soit stable, vous avez besoin que ça continue de fonctionner de la même manière, pour y faire confiance, pour vraiment investir dedans. Et du coup, nous, en tant que contributeurs du design system, eh ben, il faut aussi qu'on s'assure que les outils qu'on fournit, que les processus qu'on va mettre en place, eh ben, qu'ils fonctionnent pendant suffisamment longtemps et qu'ils soient suffisamment stables et prévisibles pour que les gens y fassent confiance et investissent dedans. Et pour ça, il y a des méthodes assez simples. Il faut les tester pour de vrai, il faut faire des pilotes. Donc on met en place un système de contribution, et ben, faisons un composant et jouons tout le processus jusqu'au support et puis voyons comment ça se passe. On met en place un process de support, très bien, on choisit quelques personnes, on dit on fait un pilote, on essaye, on voit comment ça fonctionne. Et il faut forcément recueillir des feedbacks et itérer rapidement. Et si vous avez un design system qui a beaucoup de contenu, beaucoup d'utilisateurs, alors que vous n'avez pas encore itéré sur vos process et sur votre infra, eh ben vous allez devoir faire des allers-retours qui vont coûter très cher en temps et en énergie et en confiance. Donc c'est vraiment un thème général pour moi. Le plus important, c'est de bien faire des pilotes, bien tester ce qu'on fait et de s'assurer que c'est au même niveau de qualité, de robustesse que de l'infrastructure qu'on a utilisée.
sein de l'assurance retraite, en fait, on est sur un schéma un peu différent où on n'avait pas de design system jusqu'à maintenant. Donc là, l'objectif, en tout cas ma mission, c'est d'amener un premier socle de design system qui sera utilisé plus tard. Et en tout cas, on a démarré par les tokens, mais ce qui était peut-être une fausse bonne idée parce qu'en fait, on n'avait pas de composants sur lesquels se baser, ni de charte graphique définie parce qu'elle était encore en cours de refonte. Donc du coup, on a travaillé avec la méthode de Nathan Curtis où on découpe les composants en fonction de leurs usages et ce qui nous a permis de créer un premier socle de tokens. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en construisant ce design system où on commence à avoir pas mal de composants, on revient sur certaines bases qu'on avait créées. Donc peut-être que les tokens ne sont pas forcément le premier élément par lequel on devrait créer un design system. Merci. Moi, je voulais rebondir un peu sur ce que tu avais dit, Steve, et je suis assez d'accord. Un design system, c'est une plateforme. Et savoir aussi pour qui on délivre notre plateforme, c'est assez important, par exemple, dans les erreurs qu'on a faites sur le premier design system de Payfit. C'est une fausse bonne idée, c'est de se dire qu'on allait pouvoir gérer avec la même code base un design system à la fois pour le web et pour le mobile. Quand on pense sur une plateforme et se dire tiens, prendre ce genre de raccourci, ça veut aussi dire qu'on loupe un peu toute la développeur expérience et aussi l'apprentissage qu'on a par rapport à un design system, c'est-à-dire qu'un développeur, il faut qu'il apprenne à utiliser des composants avec des API. Et nous, le fait d'avoir mélangé le web et le mobile, concrètement, ça fait qu'on a créé des composants qui avaient une abstraction sur les API du web, sur les API mobiles, donc en fait assez compliqué à utiliser, des composants qui aussi avaient une fonction et une seule. Donc ça marche très bien dans 90% des cas, et dès qu'on veut les faire dériver un peu, c'est un peu compliqué, donc on se retrouve avec des développeurs qui font beaucoup de customisation, et à la fin on se retrouve avec énormément de code, un système complètement bloqué qu'on a vraiment du mal à faire évoluer. Et je pense que c'est aussi l'un des points clés de la réussite du design system, c'est de réussir à construire une plateforme qui est simple, et que les développeurs reconnaissent et qui sachent utiliser. Je pense que c'est aussi un des points clés à vraiment penser quand on commence le design system. Voilà. C'est déjà pas mal. Ok, très bien. Moi, la seule question que j'avais par rapport à ce que tu disais sur les tokens, c'est est-ce que tu dirais que c'est spécifique à votre cas, ou est-ce que c'est parce que, par exemple, il n'y avait pas de maturité sur la partie brand, sur la partie charte graphique, ou est-ce que c'est quelque chose dans ton expérience, tu penses que c'est pas forcément le meilleur? En fait, je pense que les tokens sont arrivés après la création des design systems et on a surtout expliqué à l'origine que c'était le socle, en tout cas la racine d'un design system. Sauf qu'en fait, alors c'est vrai qu'on peut avoir des définitions de style qui peuvent être prédéfinies, mais pour ça, en fait, il faut déjà avoir une charte graphique et une certaine expérience de ce qu'on veut montrer. Mais disons que sans tout ça, en fait, on navigue un peu dans le flou et c'est inévitable de revenir dessus une fois qu'on commence à avoir un socle construit. Merci. Et surtout, après les fondations, il y a quand même un truc qui est assez structurant dans le design system, en tout cas à mon sens, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, c'est tout ce qui est lié à la documentation. C'est quoi un peu les grandes erreurs de documentation qu'on peut faire selon vous? Donc, du coup, de mon côté, sur les expériences que j'ai pu avoir, c'est de vouloir bosser la doc, se mettre une pression de dingue dès le début, de vouloir créer nos composants, les faire bien du coup aussi côté design que côté tech, et notamment vouloir faire une documentation design très chiadée, et du coup de la faire en huis clos. Et de se dire que tant qu'on ne l'aura pas fait, on n'aura pas un design system complet. En réalité, un design system, si du coup le design et la tech sont ISO, ça apporte déjà énormément de valeur pour les designers, pour les développeurs et donc pour la boîte. On va plus vite, on communique bien, on n'a plus de QA. Donc déjà, on apporte énormément de valeur si déjà on remplit juste ces deux niveaux et qui sont justement au même niveau.
La doc, évidemment, elle va aider après les équipes, notamment design, à bien utiliser les composants. Mais finalement, on se rend compte que sans ça, on avance quand même. Et qu'on peut éventuellement, grâce à du support au fur et à mesure, l'implémenter. Et du coup, répondre aux questions que les designers ont, notamment, parce que la doc côté tech, je trouve que c'est quelque chose de plus simple à mettre en place, grâce aux props, etc. Donc mon point là-dessus, c'est faire la doc, se foutre une pression de dingue à faire la doc design, c'est possiblement une erreur. Parce que l'énergie qu'on va investir là-dessus, c'est pas l'énergie qu'on va investir sur, comme tu disais tout à l'heure, la partie infrastructure, c'est-à-dire stabiliser le design system de manière générale, créer des processus, de la contribution, de l'évolution, et donc apporter de la valeur pour la boîte. Donc faire de l'argent, tout simplement. Et la doc peut être quelque chose de plus itératif qui arrive petit à petit. Et du coup, donc faire la doc en huis clos en se disant vas-y, on va faire une doc de ouf comme tous les design systems qui existent sur cette planète, et donc on va avoir des pages trop bien, des doux, des don'ts, etc. Mais en fait, tant qu'on ne l'a pas montré aux consommateurs, donc les designers en l'occurrence, mais comme les tech aussi, possiblement on aura investi trop de temps et on tapera complètement à côté parce que ce qu'ils voulaient c'était juste peut-être 3 infos. Ou bien on a documenté à fond l'UX writing et pas du tout le behavior du composant. Donc ça c'est un gros warning là-dessus. Donc j'ai fait l'erreur dans une boîte. Et du coup de clairement over-engineer la doc, vouloir beaucoup écrire, ça n'a pas forcément de sens, selon là où on écrit la doc justement. Si on l'a fait directement dans Figma, ça ne va pas avoir beaucoup de sens de beaucoup écrire. Il faudra mieux faire des visuels, faire des screenshots en fait de la prod pour dire ça c'est doux, ça c'est don't. Le visuel marche beaucoup mieux en général que le texte, en tout cas de mon expérience. Et donc le bilan, le takeaway de mon petit monologue sur la documentation, c'est faire tester la doc très vite, très vite, pour avoir un peu une forme de template de « Ah, ça marche avec mon équipe, super ». Et aussi notamment la construire. Se dire bon voilà, j'ai des retours très fréquemment sur mes call-outs, va falloir tacler ce sujet, qu'est-ce qui va pas, venez on se voit, quelles sont vos questions, dans quel cas vous posez quelles questions, aidez-moi à comprendre ce qui va pas, et venons construire la documentation ensemble et faire valider du coup cette doc, genre ok si je fais ça comme ça, est-ce que ça vous va? Ouais ok, on push en prod et on va continuer sur le framework qu'on aura construit ensemble. Ça, c'est un vrai learning autour de la doc de mon côté. En effet, la doc, c'est un peu un point clé du design system. Et en fait, il y a 2 grandes questions à se poser. C'est comment on rend lisible une documentation à plusieurs consommateurs. Donc, on imagine qu'il y a les designers, les développeurs, mais il y a aussi d'autres fonctions type chef de projet ou même QF, BAVF un peu plus tard dans le process. Et tous ces utilisateurs communiquent différemment avec un langage qui est propre à eux. Et l'idée, en effet, c'est de ne pas multiplier ces supports et c'est de trouver un peu ce juste milieu. Quel niveau d'info on donne sans aller trop dans le détail qui correspondrait à rien pour quelqu'un. Par exemple, un QF n'a pas besoin de rentrer dans le détail qu'un designer. Et il y a aussi l'autre grande question, c'est comment on met à jour cette documentation, parce qu'évidemment l'itération sur les composants côté Figma, elle se fait hyper rapidement, sauf que la doc elle est sur un autre support, et en fait tout ça c'est hyper dur de la mettre à jour. Donc je pense qu'en effet la multiplication des supports est contre-productive et ça ne servira à rien. L'objectif c'est que cette doc soit toujours ISO avec ce qu'on a côté composant. Je vais rebondir sur la partie itération. Aussi, plusieurs erreurs que j'ai pu faire dans le passé, c'est vouloir justement rêver du site web extraordinaire comme un Polaris ou un Google Material et de se dire ok, on va construire le meilleur site, on va du coup passer du temps dans Figma pour crafter ce site-là. Là aussi, du coup, on n'investit pas sur le design system. Et effectivement, du coup, ce que j'en retiens aussi, c'est vaut mieux être au plus proche du composant pour commencer à documenter, parce que c'est vraiment une expertise à part entière. En vrai, moi je trouve ça hyper chiant et dur. Donc autant être au plus proche du composant, dire ah bah oui mes propres c'est ça, etc. Donc je peux documenter, est-ce que ça a du sens, ça n'a pas de sens. Et une fois que du coup on a tout notre contenu, qu'il est stabilisé, il a été vu et revu par des dizaines de designers au fur et à mesure des mois qui passent,
Là, on sait qu'on a enfin une version à peu près stable et qu'on maîtrise enfin ce sujet qu'est la documentation. Et là, on peut imaginer du coup améliorer l'expérience et dire, eh ben là, on va investir du temps, on va créer un site avec du coup les techs, on va tout centraliser parce que ça a du sens et parce que maintenant on sait que c'est cool et que ça marche et on a gagné en skills là-dessus. Donc en gros, pareil, vous ne prenez pas la tête à vouloir le plus beau site du monde ou la plus belle plateforme. Crafter là où ça a du sens pour vos équipes et pour que ce soit l'investissement minimum et qui vous rapporte au maximum. Et aujourd'hui, on a quand même Storybook qui permet d'écrire de la documentation de manière lisible et assez poussée pour les techs et aussi lisible, je pense, pour les designers. Et Figma tend aussi vers tout ce qui est avec la section annotation quand on est en dev mode. Elle permet aussi de documenter, de lister tout ce qui est token. Donc tout ça, ça montre aussi que les outils de design tendent vers une écriture de la doc dans les fichiers Figma. Je rebondis un peu sur ce que tu disais sur le fait d'avoir une documentation qui est hyper aboutie, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'il y a un minimum de documentation sur lequel il faudrait se concentrer? Je pense que l'essentiel, c'est vraiment mon opinion et il est vraiment personnel par rapport à mes propres expériences et là où j'ai travaillé, du coup avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, qui ces dernières années étaient assez matures, ce qui n'était pas mon cas il y a quasi 10 ans quand j'ai commencé dans le design system. Moi-même j'étais assez junior aussi sur ce sujet. Je dirais que si le composant est bien fait de base, si l'API du composant dans Figma, donc les props, sont bien détaillés, que les variantes sont propres, lisibles, etc., bien nommés, c'est déjà de la documentation en soi parce que c'est lisible par le designer. Et aujourd'hui, justement, grâce au dev mode, par les devs aussi. Et ils ont la partie playground pour les boîtes qui payent du coup au niveau org de Figma et Enterprise. Donc déjà ça, c'est en fait, si tu travailles bien ton item, comme sur Storybook, tu viens de le dire, en fait, les props sont déjà... c'est quelques paramètres à activer pour que ce soit lisible et on puisse diguer le truc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le niveau 0 de by design, le composant est compréhensible. Et après, je dirais le niveau 2, c'est do et don't pour guider un petit peu visuellement. Et après, tu vas beaucoup plus deep. Là où, du coup, je n'irai pas, en général, je ne vais pas, c'est la spécification des spacing, etc. Parce que clairement, à chaque fois que tu changes ton composant, si pour une raison ou une autre, du coup, tu fais une modif, il faut que tu remodifies la doc. Franchement, je trouve que c'est du temps perdu, encore une fois. Et voilà, et après, en fait, vraiment, c'est en fonction des retours de vos users. Il y a des designers qui vont être vraiment pushy sur certains trucs de comportement, d'autres sur autre chose. Et du coup, répondez aux questions qui sont posées et n'allez pas répondre à des questions qui n'existent pas encore. Ok, top. Et après, en fait, la documentation, je trouve que le gros point noir, on va dire, dans un design system, qui n'est pas toujours hyper évident à maîtriser, et qui est pourtant vital, c'est tout ce qui est autour de la communication sur ce design system. Comment en fait bien communiquer, et parce que malheureusement, en fait, je pense qu'on a vite tendance à faire des erreurs de communication ou à pas donner de visibilité, etc. Est-ce que ça, c'est des choses que peut-être vous avez vécues à votre niveau? J'ai le micro dans la main. Il y a une grande famille de problèmes de communication que j'appellerais les conflits d'agenda. Je vais essayer de décliner en plusieurs parties. La plus simple, c'est les conflits de calendrier quand on doit travailler avec d'autres équipes parce qu'on construit des systèmes, je ne sais pas, par exemple, on va travailler avec les contacts parce qu'on met en place les process de traduction, on travaille avec les experts en accessibilité parce qu'on met en place un process QA. On commence le développement des tokens sur une nouvelle plateforme de code, donc on travaille avec les experts de la plateforme. C'est important de s'assurer qu'on va être disponible en même temps que les autres personnes avec qui on va travailler. Ça m'est souvent arrivé, surtout quand ça marche quand on fait de l'agile, quand tu fais du cycle en V, mais quand les gens ne travaillent pas tous de la même manière, on ne se met pas d'accord un petit peu à l'amont à quel moment on va être disponible pour travailler sur quelque chose. Ou alors on se dit, allez, prochain sprint, c'est bon, et puis il suffit que l'équipe avec qui on doit bosser, elle ait une urgence en prod, elle ne soit pas dispo ce sprint-là. Nous, ensuite, on est booké pendant 3 mois parce qu'on a plein de sujets à faire, et puis la caravane est passée. Quand on doit travailler en pair avec une autre équipe, il faut le prévoir un petit peu à l'avance, et il faut se prévoir un petit peu de marge de manœuvre. Il faut demander 2 fois plus de temps que nécessaire, parce que s'il y a des petits accidents de roadmap, eh ben on est encore disponible pour travailler ensemble, on a encore le temps de débloquer les sujets. Et comme ça coûte cher,
ben, ça veut dire que quand on doit vraiment être synchrone, il faut que ce soit pour une bonne raison aussi. Il faut que ce soit pour quelque chose qui est important, qui débloque les équipes. Ça, c'est un sujet staffing qu'on n'a pas trop, mais il est inévitable. Et l'autre partie des conflits d'agenda, c'est les conflits d'agenda entre guillemets un petit peu politiques. Quand des équipes ne veulent pas toutes la même chose, quand on a des stakeholders qui veulent des contributions différentes sur un composant, ou quand on a des stakeholders qui ne veulent pas qu'on prenne telle ou telle décision sur les tokens, parce que la brand veut ça, oui, mais l'expert en accessibilité veut ça, oui, mais l'équipe front-end veut ça. Il y a souvent des sujets où on peut se retrouver à devoir se battre entre guillemets un petit peu avec des gens. C'est important que les prises de décision elles se fassent d'abord sur des critères objectifs et ensuite de manière publique. Sur des critères objectifs, parce que quand on doit prioriser des sujets en particulier ou quand on doit dire non à quelqu'un, c'est important de dire là on préfère cette décision parce qu'elle est plus alignée avec les priorités du business. Elle est plus alignée avec les besoins d'un segment de population qui est clé pour le business. On priorise ça parce que ça a plus d'impact et on a des critères de priorisation d'impact et du coup on utilise ça. Quand vos critères sont objectifs, les gens ils peuvent regarder les choses où vous leur avez dit non, ils peuvent regarder, ils peuvent tomber d'accord avec vous, ils peuvent se dire bon effectivement cette personne-là elle n'est pas là pour m'embêter, mais elle est là pour faire ce qui est le plus important pour la boîte, donc je comprends, j'accepte. Et l'autre aspect, c'est de rendre les décisions publiques. Donc quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord, faites-les se parler sur un format d'atelier, sur un FigJam, sur un Confluence. Faites-les écrire ce qui est important pour elles, ce qui est bloquant pour elles, parce que ça crée de l'empathie et parce que ça aide les équipes à comprendre un petit peu aussi, à réajuster leurs préférences pour rendre service aux autres. Et ça permet d'arriver vers des consensus et ça permet aussi de documenter quelles décisions ont été prises et quels effets de bord, quelles contraintes on s'attend à avoir. Ce qui rend service 6 mois plus tard. Moi j'étais captivé par ce que Steve disait, je trouve ça intéressant. Moi je voudrais plus aborder la communication dans le lancement du design system, parce que là tu as vraiment abordé le run, la synchronisation entre les équipes, les choix business et un peu tout ça. Et en fait je pense que dans un premier temps, il faut vraiment réussir à générer de l'adoption du design system, enfin surtout d'un point de vue technique. J'avais un ancien boss qui aimait dire qu'il y avait deux façons de générer la transformation. Quand on implémente un design system, c'est un peu une transformation. Il y a soit par l'adoption, soit par la contrainte. Bon, la contrainte, c'est ce qu'on aimerait bien, ce qu'on aime le plus éviter. L'adoption, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, pour ce faire, vraiment, Steve a pas mal communiqué, les agendas, donner de la visibilité. Je pense qu'il faut aussi vraiment projeter les équipes dans l'utilisation du design system, dans les démos, afin d'avoir une phase feedback loop, enfin beaucoup de retours, afin de pouvoir, dès le début, faire évoluer le design system et vraiment prendre les bonnes décisions dès le début et être assez proche de sa communauté. Je pense que c'est vraiment le lancement d'un design system, c'est la phase qu'il faut éviter de rater, parce que sinon on se retrouve juste avec une librairie de composants peu utilisée, tout du moins d'un point de vue technique. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rebondir là-dessus. Oui, du coup pareil sur la communication, pour rebondir un petit peu aussi sur les attentes, les expectations que les gens autour de vous peuvent attendre. Plus vous communiquez en amont sur les décisions que vous avez prises, le pourquoi, comment, qu'est-ce que vous allez faire, que ce soit déjà des roadmaps sur 1, 2, 3 mois, du coup dire bon là on commence le DS, où on en est à X, et notre projet c'est de refaire les buttons, donc il va avoir ça comme conséquence, etc. Vous prémâchez du coup la réflexion et vous rassurez les gens parce que vous avez un peu anticipé. Et donc typiquement si on est dans un exemple que j'ai vécu il y a quelques temps, c'est une transformation des icônes, donc on passe d'une bibliothèque à une autre. Qu'est-ce que ça a comme impact? Du coup la transformation dans les fichiers Figma, donc la conversion de la lib, du coup ça sur les composants web mais sur les composants mobiles aussi, et du coup ensuite l'impact dans les équipes tech sur l'update du design system, et forcément du coup la QA sur tout le périmètre product. Donc ça du coup c'est des semaines voire des mois de travail juste pour une librairie d'icônes, mais c'est un fait. Et du coup donc l'objectif a été de très vite impliquer du coup les lead PM pour leur dire bon voilà, on va avoir besoin de ressources à un moment donné, mais on va essayer de faire le maximum pour updater la lib, pour du coup bien la tester en amont, pour s'assurer qu'il y aura le minimum d'erreurs de notre côté, côté design system. Mais par la suite, ça nécessitera quand même du coup pour vos devs de passer derrière, d'updater du coup les 2-3 détails, parce qu'évidemment tous les icônes de la prod ne prenaient pas du design system, mais étaient du coup des hacks ou du Snowflake. Donc forcément, il a fallu aussi repérer et aider, accompagner les squads à passer là-dessus. Et donc, le fait d'avoir fait ça,
en fait, on a eu 0 retour le jour de la migration sur la semaine qu'on avait prévue, qu'on avait bien dit, bon bah voilà, on veut migrer cette semaine-là, comme ça on le fait d'un coup, et après on vous embête plus avec. Ça s'est passé sans friction. Donc ça, c'est un exemple de réussite, d'une bonne communication qui était vraiment anticipée, sur lesquels du coup on avait eu 2-3 feedbacks de attends, mais je suis pas claire, c'est quand, c'est quoi, etc. Donc du coup on a bien eu le temps de bien expliquer aux gens, de bien rassurer, de dire voilà, on en est à là maintenant, on en est à cette étape-là, le design sait faire, donc on passe à la tech, et on va pouvoir release, on est dans les temps, on n'est pas dans le temps, on est en retard, etc. Donc hyper important effectivement de vraiment pouvoir donner, d'anticiper, de communiquer. Alors ça c'est du coup par rapport aux stakeholders, donc c'est pour moi déjà le niveau 2. Le niveau 1 c'est vos consommateurs, donc les designers et les développeurs qui vont consommer votre DS. S'ils ne savent pas comment vous travaillez, quelles sont, comme tu disais, les priorités, comment vous priorisez, vous n'allez pas pouvoir les engager, donc il va y avoir une défiance. En tout cas, c'est un risque. Et c'est pas terrible. Donc plus vous communiquez sur ce que vous faites, sur les releases que vous faites, sur les exemples, tu parlais de démos il me semble tout à l'heure, bah là ça va vraiment pouvoir rassurer les gens et dire ok, bah, je fais full confiance, c'est ça que tu le disais, à l'équipe DS, donc ils avancent comme ils veulent et je sais que quand j'ai besoin d'eux, je peux les solliciter et j'ai vraiment une réponse. Hyper clé. Et un dernier point, le niveau que j'appellerais le niveau 3, c'est le leadership. Si vos N+1, N+2, N+3 ou N+10 ne savent pas ce que vous faites, pourquoi vous le faites, là il y a un vrai problème, parce que vous n'allez pas être soutenu, vous n'allez pas du coup avoir un soutien en termes de staffing s'il y a besoin de prendre des gens en plus dans la team, si vous avez besoin d'outils, de payer du coup, d'avoir des budgets, et même du coup, tous les projets que vous allez vouloir entamer, si vous avez besoin de dire bon bah là j'ai besoin de mobiliser X ou Y, vous ne serez pas soutenu. Donc hyper important que pour eux ce soit clair ce que vous faites, donc que ce soit par des presses de coucou j'existe, je viens d'arriver dans la boîte, je suis référent design system, ou d'avoir des entretiens réguliers avec eux, des petits calls, etc. Mais aussi du coup d'être visible au sein de la boîte en asynchrone, donc j'imagine que vous êtes sur des outils type messagerie, type Slack. Soyez visible, vraiment c'est hyper clé. Communiquez du coup vos updates, vos achievements, vos succès, et aussi potentiellement vos fails, mais accompagnés de vos learnings. Genre, bon bah là on n'a pas réussi cette migration parce que. Donc ça permet de rassurer du coup le leadership, parce que vous êtes mature, vous êtes responsable sur votre sujet, et ça permet du coup de faire confiance parce que vous êtes autonome en fait. Donc très important d'avoir du coup à mon sens ces 3 niveaux de gens autour de vous, vos petits, c'est vos petits atomes quoi finalement, qui du coup sont en phase avec votre manière de communiquer. Et je rajouterais que du coup la communication c'est clé autant pour les designers que les techs. Donc on est souvent dans le cliché du tech qui est un peu geek et qui va du coup bien laisser les gens communiquer à sa place parce qu'il a l'habitude d'avoir un PM pour ça. À mon sens, ça ne fonctionne pas forcément très bien dans une équipe design system où il faut être super proactif, aller de l'avant parce que c'est des nouvelles équipes, c'est des nouveaux formats de squad, des nouvelles manières de travailler qui sont complètement hybrides par rapport aux équipes transverses qu'on a l'habitude d'avoir, enfin cross-fonctionnelles. Donc le design system doit être aussi bien représenté côté design à minima que côté tech, parce que côté tech, il va y avoir toute une évangélisation du coup sur des profils beaucoup plus nombreux que design en général. Et si derrière ça accroche pas, parce que derrière il y a les front-end, il y a les full stack, il y a possiblement des back-end qui des fois font du full stack, et qui juste ont envie de savoir, il y a aussi du coup engager les tech leads sur attention, il y a des migrations à prévoir, etc. Ça c'est des profils qui doivent être contactés, qui doivent comprendre ce que vous faites. Donc hyper important d'avoir vraiment au minimum les 2 rôles qui savent communiquer, ou en tout cas vous avez un chemin de communication, en tout cas des référents ou des ambassadeurs, hyper important. Globalement je suis assez d'accord avec toi. Juste il y a plusieurs audiences quand même à rappeler, tu as beaucoup parlé des techs, il y a les designers, la communication n'est pas pareil. Je pense qu'il y a une vraie clé à évangéliser les développeurs. Tu as parlé des full stack, de ceux qui font du back-end, un peu dans le front-end. C'est vrai que je pense que c'est hyper important qu'ils comprennent les problématiques liées au design system, à l'expérience utilisateur, au browser et tout ça, et comprendre que de temps en temps, forcément, on a besoin de générer des migrations, enfin, d'effectuer des migrations, qu'il faut les prévoir, qu'il faut mobiliser tout le monde, et qu'un design system, c'est pas juste une première série de composants qu'on utilise à vie. Ça évolue. Ça, il faut vraiment, par les démos, par le day-to-day, faire comprendre un peu tous ces messages à tous les acteurs du design system.
Et le sponsoring du leadership est hyper important. Ça, c'est un point clé aussi. J'ai complètement oublié le niveau 0 qui est dans l'équipe finalement, entre design et tech. Si on n'est pas d'accord, ça ne va pas trop fonctionner. Et ça peut, à mon sens, soulever la question de est-ce que l'équipe, si on a un designer, un tech, et qu'ils n'arrivent pas à communiquer, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une friction qu'il faut régler? Est-ce que du coup le staffing de l'équipe est bon ou pas? Est-ce qu'il faut du coup accompagner l'un ou l'autre à mieux communiquer? Est-ce qu'on les a mis là juste parce qu'ils sont bons ou passionnés par design system? Peut-être c'est pas suffisant, il faut vraiment mettre du coup dans l'équation le rôle de la communication. Effectivement, quand une équipe design system communique très bien en son sein, ça a des répercussions extrêmement positives auprès justement des consommateurs, parce que ça montre que design et tech peuvent communiquer au sein de la boîte de la bonne manière. Et donc dans des squads où il va y avoir possiblement de la friction sur ces deux rôles-là, en fait l'équipe design system vient un peu en interface pour prouver et démontrer que tout est possible et qu'on peut bosser ensemble et shipper des trucs super cool ensemble. Ouais, ça me fait penser à un truc. Sur la communication au sein de l'équipe, on peut assez facilement voir quand il y a des déséquilibres de staffing ou des déséquilibres d'autonomie, entre guillemets, de pouvoir dans la prise de décision. Quand on a des rituels qui sont exclusivement pour les designers, qui vont donner beaucoup d'opportunités aux designers de décider, de définir, et puis ensuite, je vais en reparler un petit peu après, sous une autre forme, aux ingénieurs de valider, d'approuver. Je le vois beaucoup en France, il y a souvent des déséquilibres de staffing, donc on va aussi parler. Mais je le vois notamment quand on a des rituels où on va faire beaucoup de détails, beaucoup de daily sur le design, et on va très peu parler de la tech et on va très peu laisser d'espace pour que les ingénieurs amènent leur sujet ou discutent, réagissent sur ce qui est côté design. Et on en a souvent parlé, mais la communication entre les designers et les ingénieurs, surtout au sein de l'équipe des systèmes, c'est le point le plus important. Il faut qu'elle soit exceptionnelle, il faut qu'elle soit transparente, il faut qu'elle ait lieu constamment, parce que sinon on se crée des problèmes. Top. Et souvent, ce qui vient avec la communication, en tout cas, je trouve que ça peut être vite assez lié, c'est tout ce qui est autour de la collaboration dans un design system, qui est un peu clé et qui passe en fait à la communication. C'est quoi un peu les erreurs à éviter pour vous en termes de collaboration? Je me suis spoilée en fait. Donc je parlais du staffing là brièvement. Souvent, les équipes design system ont été organiquement créées à l'intérieur d'une boîte parce que deux personnes, ou au moins un designer ou un tech, a initié ce projet un peu en sous-marin. Là, du coup, on trouve un teammate de l'autre côté pour faire avancer les choses. Et dans le meilleur des cas, c'est deux poteaux qui initient le projet et ça roule. Dans d'autres schémas, scénarios, on va pas forcément avoir cette connivence où justement on va avoir du coup, comme tu le dis, cette full communication et cette productivité et ces choses qui chipent vraiment bien. On va des fois avoir du coup se dire bon côté tech on va prendre un tel et parce qu'a priori le design system ça intéresse bien et côté design on va prendre cette autre personne et en fait on les associe et ça marche pas du tout pour mille et une raisons vraiment très variées. Donc à mon sens du coup sur la collab ça va être essentiel que l'équipe soit setupée pour performer, pour avoir envie de bosser ensemble. Moi je pars du principe que du coup si on est motivé et qu'on a envie de bosser, c'est pas parce qu'on n'a pas encore bossé sur un design system qu'on peut pas avoir quelque chose de très successful à la fin. Si on est motivé, on va vouloir apprendre, on va vouloir se challenger, on va être prêt à se dépasser pour arriver à des succès. Il vaut mieux ça, à mon sens, que des gens qui se pensent experts et qui ne sont pas capables du coup d'avancer ensemble. Voilà. Un autre point sur la collaboration et dans l'équipe, c'est la notion de staffing. Si on a du coup des gens qui sont staffés à 50 ou 100% et de l'autre côté on va avoir par exemple 4 devs qui sont en contribution mais à 10% de leur semaine, clairement c'est pas du tout le meilleur moyen de faire performer le design system. Ça va nécessiter beaucoup de friction sur le focus, clairement. Donc ça marche aussi pour les designers, enfin dans tous les cas, quels que soient les profils. La notion du part-time n'est pas forcément le meilleur calcul en termes de ROI pour un design system. Si vous avez trop de gens impliqués, ou même pas beaucoup de gens, mais qui sont que partiellement sur l'IS,
ça nécessite beaucoup de context switching. Ça va forcément aussi impliquer que c'est le travail de la squad qui va toujours être priorisé. Ça, c'est juste un fait, hein, ce ne sera jamais celui du design system, à moins qu'il y ait une révolution interne, mais j'ai jamais vu. Donc, il vaut mieux se dire, ok, on investit sur DS, on met pas 4 personnes à 10%, mais une personne à 40%, par exemple, ce sera déjà mieux, parce que c'est une personne qui sera honneur. Pourquoi ? Derrière, ça permet d'avoir une personne qui a un agenda beaucoup plus clair à gérer, beaucoup plus simple. Donc déjà, c'est pour son confort personnel et professionnel, c'est mieux. Ensuite, on sait que c'est cette personne qui est référente. On sait qu'en termes de communication, ça va être plus fluide parce qu'elle a tout en tête. Et ça prend moins de temps de faire un projet sur une personne à 40% que 4 projets avec 4 personnes à 10%. Vous m'avez suivi? En fait, ça va être beaucoup plus long, donc on ne va pas shipper avec la même vélocité si on a vraiment des personnes qui sont focus sur vraiment focus par rapport à plusieurs personnes qui sont focus beaucoup moins de temps. Je suis désolée, je ne suis pas claire, mais il est temps. Mais bon, bref, tout ça pour dire, vaut mieux avoir des petites équipes véloces que des grandes équipes très larges qui n'ont pas encore le cycle de contribution assez mature. Et donc on en revient à la communication aussi, et par rapport à la notion de ISO, si la tech et le design ne sont pas alignés sur les objectifs, sur le temps, sur qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les priorités, le design system ne va pas pouvoir évoluer. C'est pas possible. Si d'un côté on dit ah bah tiens on va faire les super design tokens les plus cool avec les variables Figma et que de l'autre côté on est en train de de facto toute l'infra côté design, côté tech, ben on est, enfin potentiellement ça peut marcher dans certains moments le temps que ça passe après côté tech, mais si on n'avance pas ensemble, si on se challenge pas ensemble, si on, comme tu le disais, en fait, il faut solliciter les techs ASAP, notamment dans le design system, pour être sûr qu'on avance dans le bon sens. Si c'est pas le cas, ça va pas avancer. Et aussi, du coup, sur la notion de un designer va utiliser une version de design system, ça arrive dans les mains des devs, bah, le handoff il risque d'être complètement à la ramasse, et là on va créer du support et donc du temps qu'on n'investit toujours pas dans l'évolution et la fiabilité du DS. Donc voilà, donc la collab c'est hyper important de set up une bonne équipe, même la plus petite possible, mais qui est super véloce et qui va apporter encore une fois vraiment de la valeur pour les équipes pour qu'elles bossent. Je pense que tu as oublié une version, enfin une organisation type d'équipe de création de design system, c'est une organisation qui est dite un peu en mode cocon, qui est un peu en mode start-up et où on a le temps de travailler sur un design system sans l'avoir mis en prod, où on a les moyens d'avoir des outils, d'avoir une équipe de designers et de développeurs qui construit le design system ensemble, et en fait là on se rend compte que la collaboration elle marche hyper bien parce qu'en fait les composants sont créés côté design, sont challengés par l'équipe design et dev, et en fait ensuite tout le process du design au dev jusqu'à la validation de la review, mais tout ça c'est un travail d'équipe, et du coup en fait ça permet d'avoir une équipe qui est au courant de tout ce qui va sortir, et les designers voient la finalité et comprennent les exigences aussi des développeurs qui parfois sont chiants, mais exigeants. Mais pour le coup, ça aide aussi les designers à comprendre ce niveau et finalement, ils sont obligés de s'équilibrer aussi sur la manière de communiquer et d'utiliser la même nomenclature de variants. En tout cas, tout ce qui est nomenclature doit être ISO côté design et côté dev. Je suis pas vraiment d'accord sur la notion de nomenclature. Je pense que tant qu'on a la pierre de Rosette et qu'on sait à peu près de quoi on parle, et justement grâce à la vélocité des équipes dans ce format-là, où effectivement tu as des équipes dédiées qui passent leur temps ensemble, qui se connaissent, qui savent comment ils causent. Moi, typiquement, mes variants en Figma ne représentent pas absolument du coup ce qu'il y a dans la tech, parce que du coup, il y a des choses qui sont permissibles côté tech, voilà. Et on tend à vouloir aligner des choses, mais tout n'est pas à 100% faisable. Mais en tout cas, qu'on se comprenne et qu'on partage, qu'on se comprenne quand on se parle. Tout à fait, mais qu'on appelle le variant size, et pas taille, ou avec les mêmes valeurs associées. Mais en effet, il y a des props qui ne sont pas utilisables côté design et qu'elles ont une importance côté dev.
Je pense que notre erreur peut-être qu'on peut voir pour qu'une fois qu'on a bien posé les fondations, la documentation, qu'on est OK sur la communication, la collab, etc., c'est comment en fait on fait vivre un peu tout ce design system dans le temps. Et il y a tout ce sujet de la maintenance en fait, de ce design system qui est un sujet à part entière de comment on arrive à faire maintenir ses composants, son adoption, tous les autres sujets qu'on a pu aborder autour de la com, etc. C'est quoi sur quoi il faut faire attention, sur quoi on peut se planter quand on a besoin de maintenir son design system? Ok, bon, si on commence par là. C'est pour moi maintenir et construire un design system, c'est deux activités radicalement différentes. Et il faut faire très attention là-dessus parce qu'on a beaucoup plus de gens qui ont l'expérience de construire et aussi on a beaucoup plus fait d'advocacy auprès de nos leaders sur les besoins qu'on a quand on construit. Et du coup, il peut y avoir un petit réveil brutal quand on passe en mode maintenance et qu'on n'est pas du tout prêt et qu'on n'est pas du tout équipé. Il y a une première partie que j'ai déjà mentionnée, c'est les process. Il faut tester ces process et les connaître. Alors, quand on commence à maintenir un design system après que les CTO et CPO aient dit « Allez, tout le monde, on adopte », eh ben, il y a beaucoup de support. Et beaucoup de support, ça veut dire qu'il faut savoir comment on pose des questions à l'équipe design system, où est-ce que les gens vont aller. Il faut savoir comment on va prioriser les sujets, il faut savoir comment on va faire le suivi des sujets qu'on a commencé. Comment on va dire qu'on va accepter de ne pas traiter un sujet. Et tout ça, il faut le savoir avant d'avoir 20-30 requêtes par semaine. Parce que sinon, on coule. Mais principalement, ce qui est important, c'est de comprendre l'impact que ça a sur le staffing. Quand on est en train de build, on build à son rythme, on est capable d'avoir une vélocité, ça ressemble un petit peu à du feature, et puis on sort X, Y, Z composants par semaine. Quand on est en run et qu'on fait de la maintenance et qu'on a plein d'utilisateurs, on a une charge de travail qui est plus imprévisible, parce qu'on ne sait pas combien de demandes on va avoir sur une semaine. Il y aura des semaines calmes, il y aura des semaines où on sera sous l'eau. On a aussi une charge de travail où on va beaucoup plus solliciter les ingénieurs parce qu'on va avoir des plateformes techniques différentes et ces plateformes, souvent, elles sont plus nombreuses que le design. Et du coup, il va y avoir des sujets techniques où les designers vont être plus impliqués. En France, on a une fâcheuse tendance à recruter 5 designers et 1 ou 2 ingénieurs et de se dire qu'on est équilibré. Et ça ne marche plus du tout quand on est en prod. Vraiment plus du tout. C'est une spécificité française, donc je le dis, je profite, on est entre nous. Mais voilà, il faut bien prévoir que la charge de travail sera moins prévisible, qu'il faudra forcément à un moment donné pouvoir dire non, pouvoir prioriser. Pour moi, c'est important dans vos estimations de temps, dans vos roadmaps, de bloquer au moins un tiers de votre temps sur du support. Et d'avoir une personne qui est attitrée. Comme ça, cette personne, elle sait qu'elle n'a pas d'autres tâches à jongler, elle n'a pas de context switching, elle est capable de vraiment se concentrer sur les demandes au niveau d'importance auquel elles sont, auquel elles arrivent, pas forcément dans l'ordre. Et voilà, c'est important pour la santé mentale de votre équipe. Je fais une rapide aparté pour revenir sur ce que je disais sur le staffing. C'est si on a 4 ou 5 personnes qui du coup bossent en part-time sur le IDS, qui fait le support, qui suit d'une semaine à l'autre avec le si peu de temps investi, ça ne peut pas marcher. Enfin vraiment, j'ai expérimenté, c'était vraiment douloureux. Douloureux pour les corps contributeurs du DS, mais aussi pour les consommateurs qui ne voient pas leur sujet être fixé. Donc carrément pour effectivement vraiment définir comment se passe le support et comment on va apporter du coup une réponse rapide et confortable pour tout le monde. Vous avez beaucoup abordé le staffing dans vos réponses, mais je pense qu'il y a aussi 2 axes sur lesquels il ne faut pas se louper dans un design system. Je pense qu'il faut, ce qui est automatisable, il ne faut pas se louper, il faut l'automatiser. La développeur, designer expérience est hyper importante. Non, on a plein d'exemples aujourd'hui, on doit changer des icônes. Et changer des icônes aujourd'hui, dans Figma, ça se fait bien. Aujourd'hui, par exemple, dans notre système, on doit échanger sur une bucket S3, dans le code. Clairement, il n'y a qu'un développeur qui peut faire ça, alors que tout est automatisable par Figma. Ça a plein d'avantages. Non seulement, ça enlève les frictions de « Tiens, est-ce que tu peux me changer une icône, s'il te plaît, j'ai pas le temps », niveau staffing. Et c'est aussi que ça permet de maintenir une certaine cohérence entre Figma et le code. Et c'est ce qui est au final hyper important, puisque la source de vérité reste le design. Donc vraiment, ne pas se louper sur la designer-développeur expérience. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui spécifie aussi aujourd'hui. Pareil pour les tokens, hyper important. Enfin, quand les outils sont là, misez dessus. Et il y a aussi de la manière dont on conçoit la plateforme. Il y a plusieurs mentalités. Moi, j'ai plus l'habitude d'un petit design system. J'ai fait de l'open source, donc je suis un peu plus, j'ai un peu plus d'appétence là-dessus. Mais prévoir un système qui est en inner sourcing, ouvert aux contributions,
Il y a souvent quand même des petits fixes de bugs que n'importe quel développeur, même le DevOps peut faire. Je pense que c'est aussi important. Tu as parlé des process. Avoir un process de contribution ouvert, je pense que c'est ce qui permet de maintenir au mieux le design system. Bon, ensuite, après, bon, tout ce qui est de la technique, ça, c'est un peu propre à chacun, des montées de version, des dépendances, des multiplateformes. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais vraiment ne pas se couper sur l'inner sourcing, le modèle de contribution et l'automatisation. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui est la clé pour avoir un design system un peu sain, même des relations saines au sein des équipes. Voilà. Je voulais juste très rapidement réagir sur le bug fix en inner sourcing. Situation vue et vécue à Back Market. On avait des composants où une squad changeait le fonctionnement d'une prop et puis un mois plus tard, une autre squad changeait le fonctionnement d'une prop. Et on avait un petit cycle comme ça qui se reproduisait. Donc, il faut des process de contribution, il faut des process de validation et il faut pouvoir dire à un moment donné, on a tranché que c'était comme ça parce qu'il y a tel critère entre guillemets objectif qui s'applique. Et ça aide à éviter les tensions aujourd'hui. Alors du coup, je rebondis sur ce que vient de dire le problème des props dans le code. Faut pas hésiter à faire des composants composables. Plus on a de props, plus c'est difficile à maintenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé la composabilité. Je pense que c'est un des points clés du design system aussi. Avoir vraiment des composants évolutifs. Le moins de props possible, ça se gère quand même beaucoup mieux qu'une liste de 150 props. Tiens, je vais à la droite, je vais à la gauche. Au final, on sait pas où le composant va. Et aussi se baser sur du standard. Je pense que les librairies qui font le design system permettent la contribution. Il y a pas mal de librairies open source qui sont très bien maintenues, qui font beaucoup de boulot pour nous. Selon le contexte, je pèse mes mots parce qu'on ne va pas tous être d'accord là-dessus, mais selon le contexte, faut pas hésiter à investir là-dessus parce qu'au final, on a notre source, la maintenance de l'accessibilité à ces livres-là, des personnes qui sont dévouées pour le maintenir. Et du coup, nous, on reste au plus proche du business et du design system fait pour le business aussi. Je pense qu'il faut pas lésiner là-dessus. Construire des choses à la mano, ça va bien au début, mais en fait, à terme, on peut potentiellement finir avec un système bloqué. Et c'est ce qu'on a. Le mieux, c'est d'essayer de le prévenir et de l'éviter au plus tôt. Tu mentionnais du coup les contribs internes pour la tech, mais clairement possible aussi côté design. Aujourd'hui, avec Figma, on a les branches pour les plans org et enterprise. Donc ça, c'est génial parce qu'on peut laisser la libre ouverte en édition du co-designer ou choisir de la bloquer. Et ils ne peuvent ouvrir que des branches. Et on peut aussi faker ce système en disant on a le fichier source de vérité si on n'est pas dans le plan org ou enterprise. Et à côté, on a un autre fichier qui est playground dans lequel on va drafter où chaque designer peut faire ce qu'il veut. Et tant que c'est pas encore passé du coup dans le fichier DS, c'est pas officiel. Et donc là, ça permet justement d'apporter des solutions, de copier-coller le component, de dire ah bah celui-là il fail, t'as oublié ça ou le resize il marche pas bien, je le refais dans le playground. On review ensemble, on fait évidemment intervenir les techs pour valider le système, etc. Et bim, on passe en publish et ça devient officiel pour tout le monde. Donc là aussi, c'est clairement des choses qu'on peut dupliquer, qu'on peut aspirer de la tech. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Travailler avec les branches de Figma, je trouve que c'est super hygiène à avoir, c'est un super process. On n'a toujours qu'une seule source de vérité. Ça permet franchement de maintenir tout le système globalement beaucoup plus facilement. Les reviews, tu en as parlé. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser les branches Figma. Pourtant, je n'utilise pas Figma, mais c'est assez bien. Je voulais revenir sur ce que je crois que tu avais dit, sur le fait on prend une décision, c'est acté, et de le communiquer, je sais plus comment tu avais dit. C'est un peu une question que j'ai en ce moment de est-ce que pour toi, il faudrait par exemple documenter justement, ou peut-être au niveau du composant ou autre, les décisions, pourquoi on les a prises à ce moment-là. Est-ce que c'est à sa place là ou ailleurs? Ouais, quand on me demande comment commencer un design system, je dis toujours documente les décisions et écris pas de composants, on s'en fout des composants, de toute façon dans 6 mois tu vas les refaire. Mais quand tu les referas, si tu as oublié pourquoi tu as pris telle décision, pourquoi tu as tel besoin, pourquoi tu as telle variante, tu vas perdre ce que tu as déjà décidé. Et décider, c'est un process où il faut recueillir de l'information, il faut faire communiquer les gens entre eux, il faut acter. Et tout ça, ça prend du temps et de l'énergie, et si tu n'as pas besoin de le refaire, tant mieux. Et il y a beaucoup de sagesse, entre guillemets, dans plein de petites décisions métiers qui sont prises, donc il ne faut pas les jeter à la poubelle, et ouais, ça fait de faire. Alors, c'est la première et dernière fois de ma vie que je fais ça, mais il y a un truc dans The White que j'aime beaucoup, c'est le log de décision. Et ça peut être n'importe quoi, mais dans votre documentation, je ne sais pas si vous utilisez Confluence ou n'importe quel outil de gestion de projet,
vous créez une petite page et puis vous notez les décisions sur les composants. Donc, vous pouvez organiser par composant, donc c'est facile de retrouver. On avait à Back Market un truc que j'adore qui était des templates d'ADR. On avait des templates de RFC, donc les requêtes Request Requirements. Et les gens pouvaient venir commenter dessus, on pingait les gens, on leur demandait de donner leur décision, on mettait des dates butoirs, et on les transformait ensuite en ADR, donc Architectural Decision Records, qui est la même chose, c'est plus ou moins le même format. Pourquoi on a pris une décision, quelles étaient les options, quels étaient les pour, les contre, et comme ça on sait. Et on sait aussi quelles alternatives on avait considérées, quels critères on avait, et quand l'environnement, le contexte a changé, et ben on peut revenir dessus, on peut repartir dans une autre direction facilement. Ouais, dans la même vague, je pense qu'il ne faut pas hésiter à documenter la dette technique. Il y a moins de consensus sur la dette technique. Généralement, on passe pas par tout le process d'ADR, RFC et tout. Mais pour le développeur qui arrive 6 mois après, il est toujours un peu content de savoir qu'en fait, on a choisi de faire un hack pour plein de raisons différentes, qu'il y a pensé, il a pensé à la sortie. Et je pense que ça fait partie de tous les petits éléments qui sont hyper importants. J'aime bien l'idée du log, je vais le piquer sûrement. Les ADR, forcément, nous, d'un point de vue technique, on est un peu forcé. Mais la dette technique, l'introduire dès le début dans la documentation développeur, c'est hyper important parce que c'est vrai que parfois on va au plus court, on oublie de revenir, et celui qui passe derrière, c'est plus trop quoi faire. Du coup, avant de passer aux questions du public, j'ai une dernière question pour vous tous et toutes. S'il y a quelqu'un qui a un peu une difficulté, qui rencontre des difficultés avec son design system, c'est quoi le conseil que vous aimeriez lui donner? Quelle difficulté? C'est une question un peu ouverte. Moi, la réponse dans ce cas-là, ça va être discuter avec recueillir la satisfaction des consommateurs du design system et du coup recueillir leur feedback sur qu'est-ce qui va pas. Et du coup, là, tu as ta roadmap pour 2 ans à peu près. Donc, tu sais dans quelle direction aller pour apporter de la valeur aux gens pour qui tu bosses. Je dirais que dès le début, s'assurer qu'on ait le bon support, parce que sinon on se heurte à un mur de difficultés sans fin. Et donc dans tout lancement, être certain que tous les stakeholders sont présents et qui nous sponsorisent pour être sûr qu'on avance. Moi je dirais d'avoir un sponsor de haut niveau et d'avoir acculturer les équipes, que ce soit au niveau direction qu'au niveau dev et utilisateur design system. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est quand on galère, c'est d'en faire moins, c'est de réduire la voilure. Et je donne toujours ce conseil aux décisionnaires, surtout ceux qui ne vont pas embaucher, comme ça ils savent que c'est pas intéressé. Faire moins de composants, faire moins de contenu, faire moins de périmètre, et comme ça permet de construire bien ses fondations. Et une fois qu'on fonctionne bien, on peut passer à l'échelle beaucoup plus facilement. Voilà. Top, merci beaucoup à vous. On va peut-être passer aux questions. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont des questions à poser à notre panel? Merci beaucoup pour la discussion, c'était 1 heure qui est passée très vite, trop bien. Vous avez beaucoup parlé d'échecs, est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes fiers que vous avez faites sur votre design system? Oui. On n'a pas bossé le sujet, donc là j'en ai pas forcément en stock, mais oui, forcément, que ce soit de la contrib, de voir des gens bosser dessus, l'utiliser, commencer à contribuer, surtout progresser sur Figma ou partager des trucs cool, et améliorer une façon de bosser entre designer et tech, et ça c'est vraiment trop génial de voir ça. Le truc positif, c'est d'avoir une équipe un peu sceptique au début et de faire grandir cette équipe, que ce soit design ou dev, et de les embarquer tous ensemble vers un but, l'objectif de la création du design system, et de les voir un peu heureux à la fin, et de voir aussi que ça d'embarquer les autres équipes dev vers l'utilisation de ce design system. Donc ouais, juste de voir une équipe contente.
moi je dirais, c'est peut-être plus un dream qui va arriver, c'est de voir à quel point en fait on a rendu la construction du UI facile pour les développeurs et pour les designers avec des normes. On pense dans un premier temps à la productivité, mais je pense aussi, une fois qu'on a un système qui est bien en place, qui scale, avec des automatisations entre les zones de code, c'est à quel point on est capable de changer notre produit rapidement, sans dire attendez, on a pour 2 ans, parce que là il faut mettre le bouton à gauche, ouais, c'est ce qui déborde. Je pense que c'est l'objectif ultime que j'aimerais bien voir dans le prochain ministère. J'ai plein de petits trucs dont je suis fier, il y en a beaucoup qui sont liés au Super JS de Back Market. On a construit un process de support qui était très bien automatisé, que ça ne coûtait quasiment rien du tout de faire du boulot. On ne faisait pas de Jira en fait, c'était des robots qui le faisaient pour nous. On a construit un système d'A/B test, on a construit des outils pour automatiser nos migrations avec des code nodes. On a construit un système de token ultra flexible avec une brand pas du tout facile à travailler avec. À la Javanaise, on avait construit un super système qui nous permettait de copier le comportement et le look de composants des SFR, donc des systèmes de gouvernement, ce qui était très pratique pour nos projets. Tous ces sujets, c'est des investissements d'ops, c'est des moments où on a pris le temps de construire un truc qui répondait à un besoin bien spécifique qu'on avait dans notre orga et qui ont eu un impact énorme. On a construit des leviers, on est passé un cran au-dessus. Et j'ai vraiment envie d'encourager tout le monde à se donner le temps et à se donner un petit peu la confiance de construire comme ça des sujets, de construire les outils dont vous avez besoin pour vous élever un cran au-dessus, parce que c'est possible. J'ajoute un petit truc auquel j'ai eu le temps de penser entre temps. Avec mon équipe actuellement chez Spendesk, on a développé une ambition assez forte qui est de couvrir 100% de l'app desktop avec le design system. Et ils ont créé un script depuis un moment avant que j'arrive évidemment pour mesurer la couverture du coup du DS entre le code legacy et le code du coup de notre design system. Et en Q4, on avait dit qu'on monterait à 75%, on était à peu près à 60 et quelques. Et là, à la fin de Q2, on sera à 100%. Et ça, c'est une fierté de ouf de pouvoir monitorer semaine par semaine la progression de ton travail, de ton équipe, et de pouvoir montrer que ton travail a de la valeur auprès de toute la boîte en disant on avance ensemble, on avance pour vous. Et derrière, du coup, meilleur UX pour les users. Comme tu parlais de designer et de dev expérience aussi, meilleure maintenance, moins de bugs. Et là, du coup, c'est ce que tu disais, meilleure interface. Et ça, c'est le feu, quoi. C'est vraiment le feu. D'autres questions? Merci pour la table ronde. On a parlé du coup de monitoring. Pour vous, quels sont les KPI principaux pour bien suivre l'évolution du système et aussi pour onboarder encore plus les stakeholders? Nous, on en a défini 2 l'été dernier, après que j'ai rejoint l'équipe. C'est 2 choses. Du coup, le coverage, donc à quel point du coup le design system est dans les interfaces niveau prod. Alors pour nous, la source de vérité, c'est la prod, donc ce que les utilisateurs utilisent day-to-day et qu'on ne mesure pas le design. Pour l'instant, on ne couvre que le web, pas encore mobile. Donc là, c'est vraiment la partie technique qui est très rationnelle. Et après, ça va être la satisfaction des consommateurs. C'est-à-dire designers et tech, on leur fait tourner un formulaire du coup tous les trimestres. En demandant comment tu juges le code, comment tu juges du coup le design. Ça, on le demande réciproquement du coup sur la partie. Du coup, un tech va juger le design, parce que c'est le end-up qui va avoir. La doc, le flux de contribution et la com. C'est les 5 axes sur lesquels on leur demande du coup la satisfaction. Et derrière, ça génère une note. Et on peut du coup monitorer quelle cohorte du coup donne quoi, comment ça évolue à travers les quarters et où on en est en fait sur 10. Et du coup, ça nous permet de nous dire, ok, on a besoin ou pas d'investir sur une ou autre chose. J'avais vu d'autres questions, ouais. Merci pour ce partage. Moi, j'avais une question par rapport à l'approche plus product design en fait, et à la façon dont on aurait peut-être de diverger puis de converger. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur par exemple sur des ateliers, sur des méthodes de design thinking,
sur des design sprints éventuellement qui vous auraient permis de passer un certain palier quand vous avez mis en place les design systems, est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus? Oula, ça m'a embêté. Je te rends le micro. Sur des problématiques en particulier Ouais. Lesquelles? Quand il faut converger, par exemple. Parce que des fois, je sais pas, il peut y avoir des... C'est mieux comme ça. Donc, des fois, il peut y avoir plusieurs approches qui vont rentrer en conflit. Je sais pas, par exemple, vous bossez sur un composant qui est ultra complexe. Vous savez pas trop comment l'aborder ni comment solutionner en fait pour vos design systems, pour les designers. Est-ce que vous avez des méthodos comme ça qui vous permettent de converger rapidement entre designers, développeurs et parties prenantes? Voilà. Moi, j'ai pas de méthode en particulier, mais ça va être vraiment mon sujet favori, la communication. Du coup, comme tu l'as dit, collecter le besoin. En fait, c'est quoi le besoin business derrière? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a? Faire une forme d'audit. Est-ce que ce composant, on l'a déjà implémenté d'une certaine manière ou d'une autre à travers les différents périmètres produits? Essayer de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a de systémique ou non. Donc déjà faire sa propre investigation, prendre un petit peu du recul par rapport à ce que les équipes veulent. Et du coup après faire des sessions de pairing, donc bosser à deux en tant que designer ou bien du mob, donc à plusieurs ou faire carrément une jam session ouverte limite, et impliquer la tech encore une fois. Et je pense que si tu passes ces process là, tu arriveras à une solution, je pense. Ça te convient comme réponse? Cool. Bon, je vais pas parler du double diamant. C'est un peu délicat de répondre parce que je fais pas du design en soi, mais quand il y a des décisions à prendre où il faut mettre d'accord des gens, j'essaie toujours plus de modéliser l'espace de design qui est devant nous en fonction des contraintes de chacun, en fonction des besoins de chacun, en fonction des opportunités aussi, et surtout de modéliser les dépendances d'une certaine façon. Si on fait ça, on ne pourra plus faire ça. Si on va dans cette telle direction, ce sera plus facile ou plus compliqué de faire telle autre chose. Et j'essaie surtout de faire en sorte que ça ce soit visible et que ce soit partagé. Après, les processus de décision, moi, ce qui m'importe, c'est juste que les gens décident, c'est pas forcément comment. Et puis c'est surtout qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont décidé et pourquoi. Mais je pense pas qu'il y ait les recettes toutes prêtes, entre guillemets, méthodologiques, j'y crois pas trop. Je pense que le plus important, et je dis ça en venant d'un background de méthodo de design en interaction avec la machine, le plus important c'est d'observer, d'accepter d'être surpris et de bien restituer les choses surprenantes à toutes les parties prenantes pour qu'elles ne soient pas perdues. Vous avez d'autres questions, je crois? Merci. Une question un peu complémentaire, mais peut-être un petit peu plus précise. Donc aujourd'hui, je suis dans une équipe, on n'a pas vraiment d'équipe centralisée des systèmes, donc on a tendance à vouloir pousser les contributions de tout le monde. Et les premiers retours qu'on a côté dev, c'est qu'ils n'ont pas la même manière de coder. Et en fait, ils passent beaucoup de temps en revue pour se mettre d'accord sur comment coder les choses. Donc est-ce que vous avez des bonnes pratiques de tips, vraiment de craft? Je pose la question côté dev, mais ça peut être aussi côté design. Je pense que côté design, il y a moins d'options sur Figma, alors que côté dev, il y a plus. Merci. Alors c'est une question compliquée. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Alors, je pense qu'il y a surtout des bonnes pratiques dans la revue de PR. Il y a pas mal d'articles, notamment, et je ne sais plus quelle source, d'ailleurs je l'ai partagé il n'y a pas longtemps, sur comment faire des bonnes revues de PR. En fait, il y a soit les personnes qui concrètement veulent implémenter leur code absolument et sont assez fermés. Je pense que, comme l'a dit un peu Steve, au final, si on arrive à comprendre les impacts de chaque élément de code sur le système, au final, on arrive à s'en sortir. Le plus important, c'est de ne pas bloquer le système et pas de prendre des décisions qui nous emmènent dans un choix. Clairement, s'il y a beaucoup trop de discussions sur les PR, je pense qu'il y a un problème au sein de l'équipe. Je pense qu'il serait concrètement à traiter, voire à donner un bon exemple. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de m'appuyer le plus sur du standard. En fait, il y a pas mal de librairies aujourd'hui qui nous montrent comment faire du code. Je mettrais ça entre les développeurs en disant ok, toi tu nous proposes ça, toi tu veux ça, au milieu il y a ça, essayons de nous mettre d'accord.
sais pas si toi tu veux rebondir là-dessus, mais il n'y a pas de recette magique. En vrai. Je crois que c'est dans un bouquin de Dave Malouf sur Design Up, un retour d'expérience d'une équipe qui, quand elle faisait des hand-off, elle disait on veut du feedback sur ça et on veut pas de feedback sur ça. Et je sais plus qui a posé la question, je regarde pas au bon endroit. Ouais. C'est important que les leaders, s'il y a des conflits comme ça un petit peu de chapelle, disent tel sujet, ça vient pas polluer les PR, point barre. Et on tranchera plus tard si on a besoin, mais en attendant, arrêtez de faire perdre du temps à tout le monde en vous battant là-dessus. Un bon process de revue, c'est un process de revue où les choses n'ont pas besoin d'une intervention humaine, elles sont gérées par des scripts et par des automatisations. Moi, j'ai aucun conseil à donner sur est-ce qu'il faut des points-virgules ou pas. Dans toute Codebase, il y a des conventions. Quand vous recrutez des ingénieurs et qui disent bah là, ça dépend, je vais m'adapter aux conventions de l'équipe, c'est quoi votre convention, c'est un très bon signe. Et les conventions, quand on peut donner la responsabilité à des outils de les enforcer, et ben ça permet de supprimer plein de situations de conflit, de ressentiment entre les gens et de se concentrer sur le fond. Donc c'est important d'avoir ça. Et puis après, quand il y a des décisions à prendre pour mettre en place des conventions, j'en reviens un petit peu à mon mantra, il faut que les gens expliquent leur point de vue, pourquoi une chose est importante, pourquoi elle est bloquante, que ces décisions soient prises en commun, publiquement, et ensuite qu'on s'y tienne, quoi. Et moi je préfère les points-virgules, mais je ne vais pas en mettre si les gens ne veulent pas, je vais me battre pour qu'on ne le mette pas, parce que c'est perdre du temps, quoi. Bonsoir. J'avais une question justement sur un peu la partie en amont de design system. Aujourd'hui, la plupart des boîtes ont un fort legacy avec pas mal d'interfaces. Et souvent, comme tu l'as dit tout à l'heure, le design system, ça part d'une idée un peu entre poteaux où on discute et il y a un dev, un designer, hey, on va faire un truc ensemble. Mais souvent, on a du mal à passer à l'étape supérieure qui est d'aller voir le management, d'aller voir un peu trouver du sponsoring. Et de dire, bon bah écoute, cette tambouille entre copains, ça va améliorer le delivery au bout d'un moment ou le branding. Et justement, est-ce que vous avez des petits conseils ou des tips pour aller sur ce terrain-là? Parce que je parle vraiment d'un échec perso, j'ai pas réussi à le pousser, et ça a failli derrière, quoi. Il y a des années en arrière, je voulais faire le design system parfait avec tous les composants, les trucs que tu avais dans les interfaces, etc. Et maintenant, avec le recul que j'ai, je comprends que si j'avais juste déjà changé tous les boutons de l'app, j'aurais gagné du temps et j'aurais fait gagner du temps à tout le monde. Donc, possiblement, ce qu'il faut que tu te poses comme question, c'est où est-ce que je vais apporter de la valeur à moi, en tant que personne qui bosse, à mes potes développeurs ou mes potes designers, peu importe quel est ton rôle, et qu'est-ce qui va avoir du sens pour la boîte. Parce que c'est comme ça que du coup les managers vont décider, c'est quel est le ROI du temps que tu passes à ça. C'est clairement l'objectif d'un design system d'apporter de la valeur et de la sécurité sur la boîte. Donc déjà, si tu peux dire, bien on référence tous les boutons comme le fait Brad Frost ou tous les ateliers qu'on connaît comme ça, et qu'on les change par un truc, c'est ce que tu disais, un pilote, un POC, et maintenant on voit. Et genre, est-ce qu'on a gagné du temps? Est-ce que dans les 6 mois qui suivent, on gagne du temps, oui ou non? Et ça te permet du coup d'avancer, de dire, viens, on trouve l'élément qu'on change le plus après, le bouton. Enfin, tu vois, tu essayes de cibler vraiment le truc qui va être game changer, ça se trouve, c'est pas ça, c'est des éléments formulaires, parce qu'il y en a partout. Des trucs qui changent ou que tu as beaucoup implémenté, juste les listes et l'inventorier, de dire le composant que je retrouve le plus à 598 instances, c'est ça. Et si du coup on le formalise, on n'a plus besoin de le QA autant de fois que maintenant, on n'a plus besoin de le refaire à chaque fois. Et c'est là où du coup petit à petit tu vas marquer des points. Oui, je pense que tu as parlé de ROI et c'est important. D'expérience dans la première startup, je pense qu'il y a aussi un niveau de maturité de l'entreprise dont elle a besoin avant de mettre en place un design system. Clairement, dans la première année de notre startup, investir du temps sur le design system, ça paraît être un petit peu super bonne idée techniquement, je vais dire un gros mot, mais je pense que c'est un peu de valeur ajoutée sur la boîte parce que la boîte a besoin de pivoter, elle va mettre en place son identité visuelle, le marketing va arriver, il va falloir faire la brand, enfin tout va changer. Et là aujourd'hui, le ROI à ce niveau-là d'une entreprise, il sera limité, surtout tu vas faire beaucoup d'investissements sur la documentation et la maintenance, peut-être que tu vas changer de tech. Donc je pense qu'il faut aussi prendre en compte la maturité de l'entreprise avant d'aller faire le forcing et de chercher des sponsors en fait, pour le mettre en place. Sauf si tu es une agence, ça peut avoir plus d'impact de le mettre en place.
Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Pour moi, un DS, il a du sens dès le début, parce que justement, tu vas avoir toutes ces étapes-là de rebranding, de machin, de trucs. C'est là aussi, tu ne l'as pas dès le début, au minimum sur des éléments clés. Tu vas vraiment perdre un temps fou quand tu vas rebrander ta boîte. Tu vas avoir du legacy de ouf. Alors que si tu fais un petit design system, et là encore une fois, on parle peut-être que d'un UI kit, et c'est pas un mauvais mot, hein. Si déjà niveau design et niveau tech, tu as à peu près des trucs équivalents et implémentés que tu peux retravailler, sur lesquels tu peux réitérer facilement, et où tu améliores ta maintenance, c'est déjà ça de gagner dans les futures étapes de ta boîte. Après, rattraper ça, ça a un coût mais tellement monstrueux. Ça. Après, le front coûte moins cher à maintenir que du back, certes, mais ça reste énormément d'argent investi dans les boîtes, des rebrandings, des machins. C'est des projets qui durent 1, 2, 3 ans des fois. Enfin, des fois, c'est insane de dire qu'on va juste rebrander pour le fun ou pour des raisons marketing, puisque derrière, ça a des conséquences énormes. Donc pour moi, tout est une question de périmètre. C'est qu'est-ce qui va toi t'apporter de la valeur dans ton quotidien, qu'est-ce qui va apporter de la valeur du coup à ton opposé, et qu'est-ce qui du coup va apporter de la valeur à la boîte à la fin. Donc ça peut être te dire que c'est que des boutons, ou que c'est que côté design, que c'est que côté tech, et qu'en mettant 1 heure sur un sujet, bah, tu vas en gagner 10, 15, 30 dans le mois, et donc de manière exponentielle par la suite. J'ai 2 conseils à prendre avec des pincettes. D'abord, investis dans ce qui ne va pas périmer. Et ça, c'est à toi de faire un peu l'évaluation. Si ton identité de marque elle est bien établie, je sais pas, tu as une spin-off de boîte qui existe déjà, par exemple, bon, bah, tu peux peut-être investir dans les tokens. Quand je parlais des décisions, pourquoi on fait un truc, pourquoi on a besoin de telle chose, tous ces pourquoi, eux, ils périment beaucoup moins vite, donc il faut les stocker. Donc investis dans ce qui va périmer le moins vite. N'investis pas trop si des trucs sentent pas très bon. Et puis le deuxième, c'est si tu as des choses sur lesquelles tu peux gagner, sur lesquelles tu peux te donner plein de visibilité et avoir l'air super malin auprès de tes décideurs, et ben ça va leur donner confiance pour te laisser investir dans des sujets plus difficiles. Donc parfois faire quelque chose de plus petit, parfois faire quelque chose qui n'est pas de design system, si tu résous un problème de cohérence des tests unitaires, ou si tu résous un problème de, je sais rien moi, de design d'interaction avec des guidelines et que tout le monde sent que c'est bien et que tout le monde en parle et que tout le monde y circule, et ben du coup on va te donner de l'espace pour faire plus aussi. Donc il faut gagner du support, il faut que les gens aient confiance dans ta vision, et puis il faut surtout ne pas faire des choses qui vont à la poubelle tout de suite, quoi, quand tu es capable de dire. Je pense que tu as dit un truc qui est hyper vrai. Parfois un UI kit c'est pas si malin. Et il ne faut pas sous-estimer la puissance du UI kit. Bonsoir. C'est un peu un follow-up sur cette question que vous avez. Cette question, c'est comment vous définissez le scope de votre design system pour qu'il reste pertinent et pour pouvoir le faire évoluer facilement et ne pas intégrer trop le business. Un peu question du UI kit ou tout faire en fait dans le design system. Tu peux répéter s'il te plaît? Pardon. Quelle serait pour vous la meilleure façon de définir le scope de votre design system? Le scope. Dans le sens, vous faites 3 boutons et 2 inputs où vous allez faire tous les composants de l'app. Ok, bah là c'est toujours la même question, c'est en fonction de ton organe, ton équipe, ta maturité, tout ça, de ce que tu es capable de faire, comme me disait Steve toute la soirée, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire, et ça revient un petit peu à ta question, quel est le truc pertinent au moment T de ta boîte, de toi, etc. Le scope il peut évoluer dans le temps, en fonction de tes capacités. En fait, je pense que ce qui est important pour qu'une équipe design system elle fonctionne et qu'elle marche et qu'elle apporte de la valeur, c'est d'être fiable. Donc si tu maîtrises les boutons et que tu es 100% au top là-dessus, c'est cool, commence par ça. Et ensuite tu peux mettre plus de choses, donc prendre les composants au fur et à mesure. Après par rapport à ce que tu demandais sur quel type de composants je fais rentrer dedans, il me semble que c'est toi qui en parlais, c'est faire un truc qui est standard, qui est un peu agnostique, pas trop, enfin, qui correspond aux besoins du métier mais sans aller trop dedans. Parce que ça va souvent poser des problèmes, on en revient du coup à la prise de décision sur j'ai 15 composants qui font à peu près la même chose mais ils ne sont pas pareils. Donc en gros, essaye de prendre le plus générique possible d'abord, et après tu te poses la question des composants business, et tu auras toute une learning curve, une courbe d'apprentissage sur les plus génériques qui te permettent de gagner en maturité. Et
j'itère dans ma tête pour donner une réponse cool. Après, tu peux prendre d'autres sujets, mais à condition que ton équipe elle grossisse, c'est qu'elle soit en mesure de toujours être véloce et pertinente dans sa valeur et dans ses réponses. Si en fait tu fais 15 000 trucs et que derrière tu peux plus faire le support, bah t'as fail, parce que les gens ne vont plus te faire confiance dans ce que tu leur donnes. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. C'est plus un follow-up général sur la question du scope. Est-ce que tu as des exemples concrets de ce qui devrait être in ou out scope? Très bon exemple, il y avait l'ensemble des suites à la base, et je me rappelle qu'on avait... Jules, tu peux lui redonner le micro? Un exemple, si vous voulez, de composants qu'on avait intégré dans un design system de Defit à l'époque et qui nous avait posé problème ensuite. On avait tout un système de tables avec des sélections dans les chatbots qui permettaient de supprimer ou pas des choses en fait en fonction de d'actions qui étaient effectuées ou non. Et donc du coup, on avait internalisé la logique business dans ce composant d'interface et c'était devenu un joyeux bordel. Donc je vous faisais un follow-up d'ouverture sur la question du scope, comment vous maintenez un système efficient et facile à itérer si vous êtes contraint d'intégrer du business dans le composant. Ouais, je voulais répondre à ta première question, mais du coup, je vais aussi répondre à la deuxième. Il n'y a pas de mal à avoir de la logique business dans un DS quand cette logique business, elle revient fréquemment. Parce que là, tu parles de critères d'inclusion au final. Pourquoi est-ce que quelque chose mérite d'être dans un design system? Bien sûr que tu as de la logique business. À Back Market, on avait un composant rating parce que bizarrement, on avait souvent des ratings. On avait un status tracker parce qu'on passait notre temps à renvoyer des trucs quand on achetait, quand on vendait, etc. Si on mettait pas ça, et c'était le postulat initial dans la première version du DS, et en fait il y avait des composants ultra fréquents avec une UX qui avait vraiment besoin d'être travaillée, qui avait un gros impact, qu'on ignorait parce qu'on avait peur en fait on est un design system pour une organe, on n'est pas un design system pour la plateforme Google, voilà. Il faut comprendre la différence entre les DS type plateforme qui sont en fait des librairies de composants et les DS pour un collectif. De la même manière, le design universel, le DS universel, c'est une erreur qu'on connaît très bien dans le milieu académique du design, qui est très bien comprise. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'universalité. Parce que c'est quand tu choisis de répondre à un contexte, quand tu choisis de montrer une intention, que tu vas faire du meilleur travail et que tu vas produire quelque chose de meilleure qualité. Pour répondre à ta première question, le scope, c'est un petit peu ce que tu veux. Ce qui est important, et là j'ai un petit peu oublié ce que je voulais dire, ce qui est important c'est de passer le micro à Camille parce qu'on va pas parler de son écran. Non mais en vrai, je pense qu'il faut rester sur des composants, pas atomiques mais disons basiques en respectant les normes web et sans faire des machines de guerre dès le début et après d'intégrer la notion de métier dans les composants, c'est hyper risqué. Parce que évidemment c'est très spécifique et ce qui rentre dans un design system doit être utilisé plusieurs fois, sinon il n'y a aucun intérêt dans le design system et c'est là toute la limite. La limite elle est assez fine, mais on revient toujours à ton sujet de prédilection, c'est la communication. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, vous deux. Je pense qu'il n'y a pas de mal à avoir des composants business, il faut. Parce qu'on fait quand même un design system pour l'entreprise. Par contre, il ne faut pas que ce soit l'unique composant, quoi. Le cas de la table, qui était une table qui marche que dans un cas très précis, avec un système de pagination très précis, un système de delete très précis. C'est pas mal, ça fait gagner du temps, sauf qu'à la maintenant, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut avoir deux levels. La première, et puis l'abstraction derrière. Il y a plein de façons de penser l'abstraction aussi dans nos composants. Soit on peut délivrer des composants avec des API hyper impératives, qui font le thé et le café au niveau de la table. Et voilà, il y a juste un objet en entrée et il se gère tout seul. Ça, c'est pas mal. Et il y a aussi d'autres méthodes de voir ça. On peut fournir des générateurs de code. En fait, le but, c'est de simplifier la productivité, globalement, et la maintenance. Donc, on peut aussi trouver d'autres moyens de délivrer de la valeur ajoutée sur des composants métiers, par des templates, de la documentation, des générateurs. Franchement, les générateurs, ça marche super bien. En ce moment, on a parlé de code mode, c'est hyper facile à migrer. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique, mais dans tous les systèmes, il y a des composants métiers. C'est inévitable. Sinon, on prend juste Radixuel et puis on peut tout faire dessus. Je rajouterais juste qu'il y a peut-être des composants qui sont uniques, qui peuvent quand même faire partie du DS. Je pense à la nav. Aujourd'hui, dans les apps, elle est implémentée qu'une fois, mais elle est vue tout le temps et elle est vue par tous les users.
Donc pour moi, elle a du sens à être dans une DS, même si elle est standalone en quelque sorte. On va voir 2-3 autres composants comme ça en général, mais c'est fine. Et effectivement, complètement d'accord pour closer là-dessus, tu peux encore rebondir, mais un design system, il apporte de la valeur s'il est fait sur mesure pour un produit. Et comme tu l'as dit, si on n'intègre pas en est des composants très spécifiques qui ont du sens dans les produits, on n'apporte pas plus de valeur et on a un loupé. Et ma mémoire est revenue. Le scope, si tu dois choisir ce sur quoi tu vas te concentrer, si tu as vraiment beaucoup d'autonomie pour décider où tu veux investir tes efforts, j'ai parlé un peu plus tôt de la stratégie de ton entreprise ou de ton orga, c'est quoi les segments stratégiques. Si tu veux développer un nouveau marché avec des utilisateurs qui ne se comportent pas pareil, avec des besoins qui sont différents, il peut y avoir des patterns d'interaction ou des composants à revoir ou à rajouter. Ça peut être stratégique de le faire en amont parce que ça va soutenir la croissance de ton orga. Il y a aussi une autre grille de lecture que j'adore avoir quand j'ai la place pour l'avoir, c'est de regarder dans un produit numérique, dans un service, il y a toute une chaîne de production avec plein d'acteurs. Et au sein de ces acteurs, il y a des rapports de force et il y a des maillons faibles, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas les ressources, parce qu'il n'y a pas les compétences, parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il n'y a pas les outils. J'adore regarder qui est le plus en difficulté et essayer de voir ce que je peux faire pour eux. Et je sors complètement souvent du périmètre design system en faisant ça, mais j'arrive à le justifier parfois. Si tu veux faire de l'accessibilité et que tu as plein de contenu à traduire et que tes traducteurs ils sont pas du tout au courant que ton contenu il est lu par un lecteur d'écran et pas affiché, ils vont sortir n'importe quoi et tes utilisateurs ils s'en porteront pas mieux. Il y a vraiment besoin de comprendre qui est le plus en difficulté, qui a le plus besoin de support infra, parce qu'on est de l'infra. Et en prêtant attention aux bonnes personnes, on peut avoir beaucoup plus d'impact sur la chaîne de production, donc on peut faire produire plus vite à l'échelle de l'orga. Bonsoir. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure que créer un design system et maintenir un design system, c'était pas du tout la même chose. Nous, dans ce cas, on a créé notre design system et maintenant on est plus dans la maintenance, donc on n'a plus trop de nouveaux composants et tout ça. Et donc on a tous cette chose de communication autour qui est un peu retombée parce qu'il n'y a plus trop de nouvelles choses, les mises à jour sont assez minimes. Et ma question elle est un petit peu philosophique, mais est-ce que la fin du manque de communication, le ralentissement de communication, c'est pas aussi un signe d'adoption du design system? Pas forcément. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un autre design system qui existe dans les tréfonds de code que vous ne connaissez pas. Il faut faire très attention à ça. Là, c'est vraiment le moment où il faut aller chercher de l'info, il faut demander aux gens ce qu'ils pensent, il faut leur demander de manière anonyme en leur disant bien qu'il n'y a pas de problème s'ils veulent casser du sucre sur votre dos, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Il faut aussi parfois aller les voir en one-one, parce que les gens, on peut construire un rapport en entretien individuel et on peut leur donner envie de dire c'est quoi leur problème. Ça peut vouloir dire aussi que vous n'êtes pas suffisamment en avance sur les sujets stratégiques et que vous prenez pas forcément, je sais pas, je dis pas, vous prenez peut-être pas autant d'avance que ce que vous pourriez pour identifier les prochains sujets, pour faire parler de vous et pour rendre des services à la boîte. Et le fait qu'il n'y ait pas de communication parce que tout fonctionne bien, j'ai envie de dire tant mieux. Profitez-en pour vous préparer à votre mise en conformité d'accessibilité, pour vous préparer à votre rebrand. Là, c'est le moment où vous pouvez vraiment bien réfléchir comment vous gérez les breaking change. Comment vous gérez quand quelque chose doit migrer. Est-ce que vous êtes capable de construire vos outils d'automatisation de migration maintenant, puisque vous avez un peu de temps devant. Et voilà, il faut prévoir ces gros sujets de transformation parce que Bonsoir et merci. Moi j'ai besoin d'un conseil. Comment, dans le cadre d'un gros chantier de migration, généralisation du token, refacto du code, maintenir l'attention de la communauté et continuer à la satisfaire, elle qui a des demandes de nouveaux composants? Comment on priorise le grand chantier de fond et l'enrichissement de la base du design system? Est-ce qu'on se lance encore perdu dans le chantier de fond et on arrête d'alimenter la librairie, ou est-ce qu'on retarde les chantiers de fond en continuant d'alimenter la librairie, avec le risque que si on n'alimente pas la librairie, ce que tu décrivais d'un nouveau design system qui se crée peut arriver? Deux choses. La première, c'est la priorisation. Il faut que tu arrives à trouver ce qui est le plus important et comment, et pourquoi surtout ici.
Donc si tu as un gros chantier de fond, évidemment, tu vas bosser dessus. Après, à voir du coup combien de temps tu te mets dessus, pour que du coup, peut-être possiblement, toujours apporter de la valeur sur un autre périmètre. Et la deuxième chose, c'est le fun. Rend les choses fun et cool à communiquer, genre bon bah voilà, c'est excitant, on bosse sur les design tokens, la migration, c'est trop cool, on part de là, on va arriver là, on estime ça à temps, on aura peut-être besoin de votre review, on aura besoin de vous, donc impliquer les gens aussi. Comme ça, ils sont hyper excités aussi et ça devient aussi leur succès. Donc, partagez ça. Le fun, c'est super, on reach ce score-là, on arrive là, c'est grâce à vous, etc. Et en fait, ça donne le smile en fait, de communiquer comme ça. Mais c'est vrai. Je fais ça à chaque fois. En tout cas, je crois que je le fais dans ce sens-là. Et du coup, j'ai des petites réactions cool sur mes posts sur Slack, donc ça donne envie de continuer. Et si les gens râlent, donne-leur un porte de secours de dire voilà, si vous avez des questions ou des concerns à ce sujet-là, quelles sont-elles, et puis du coup, discutez avec eux. Oui. On ne peut pas être au four et au moulin, et il faut qu'on prenne soin de nous. Et j'en reviens à cet inévitable moment où il faut pouvoir dire non, mais non parce que. Et si ton chantier, il est la chose la plus importante à faire, il faut que ce soit ce que tu es en train de faire. Le monde peut s'arrêter de tourner. C'est normal, une infrastructure, elle peut très bien être en pause le temps de construire quelque chose, et puis ensuite on peut migrer dessus, et puis c'est comme ça. Tu peux laisser la main aux gens pour qu'ils construisent eux-mêmes leurs petits composants dans leur coin et qu'ils les partagent. Je pense qu'un sujet dont on parlera toutes et tous dans 5 ans, j'espère avant, c'est des design systems avec plusieurs tiers, où il y a un tiers central où tout le monde doit bien tout respecter, où c'est très organisé, structuré, testé et dirigé d'une main de fer par l'équipe Core Design System, et puis où chaque squad aura ses propres composants avec sa propre documentation, et puis la documentation, le framework qui sera fourni par l'équipe Design System, les processus pour créer des composants, pour les tester, etc., les recettes, ce sera fourni par l'équipe Design System. On n'est pas encore là, et tant que tu ne peux pas rendre les gens autonomes et t'attends à ce qu'ils produisent le même niveau de qualité qu'une équipe infra qui pense système tout le temps, il faut accepter que quand tu fais une pause, tu crées de la dette, mais s'il faut faire une pause et que c'est la chose la plus importante à faire, il faut le faire. Et c'est toujours le non parce qu'il y a des critères objectifs de priorisation et parce que c'est communiqué de manière transparente. Et les gens acceptent. Et tant que la dette est maîtrisée, tant que cette dette elle est maîtrisée, parce qu'en effet il y a un besoin, en fait on ne perd rien de juste passer ton temps aussi à refondre ce que tu as à refondre. Et on en revient aussi à l'écriture de pourquoi on fait prend telle décision à tel moment. Une dernière question et après on va clore. Bonsoir, merci. J'avais une question sur où est-ce que vous écrivez votre documentation, sur quel outil, et pourquoi vous avez choisi cet outil. Et c'est plusieurs questions. Et est-ce qu'elle est bien utilisée par les designers et les développeurs? Et une troisième question. Et pour le content system, est-ce que vous mettez la documentation du content system avec votre documentation de votre design system? Voilà. Merci. Je répète. La première, c'était quel outil vous écrivez votre documentation et pourquoi vous avez choisi cet outil. La deuxième, c'est est-ce qu'elle est consommée par les designers et les développeurs. Et du coup, la troisième, sur le content system, est-ce que vous regroupez ensemble? Alors nous, de notre côté, on a pris le parti d'avoir le moins de support de communication. Donc on se restreint à Storybook pour les devs et Figma pour les designers. Et on est aussi contraint, en fait on nous avait proposé d'utiliser Confluence pour l'écriture de tout ce qui est documentation pour d'autres consommateurs que les designers et les développeurs. Sauf qu'en fait, Confluence ne peut pas être branché à Figma ou autre, et en fait, on va vers quelque chose où on créera de la dette de documentation, et c'est justement ce qu'on évite. Et l'avantage d'avoir ça directement, la doc composant sur Figma permet aux designers ils font une modif, c'est validé, ils changent la doc automatiquement.
En fait, je pense que l'objectif c'est de réduire le nombre de supports, parce que le nombre de supports veut dire nombre de contraintes de mise à code. Alors, nous, pour notre ancien design system, on avait une documentation codée à la main. C'est-à-dire qu'on l'avait entièrement, on avait créé le framework, il était maintenu par les développeurs et la documentation est écrite par les développeurs. Je pense qu'on peut dire que c'est un système qui ne marche pas très bien, celui-là, et il est important. Je pense qu'à chaque cible, sa documentation. Pour le prochain design system et globalement pour notre code base front, aujourd'hui on s'oriente vers 3 supports de documentation différentes. On a Starlight avec Astro pour la documentation de notre plateforme front-end. Donc celle-là, elle est en inner sourcing, tout le monde contribue, on met là des techniques et le support est top, c'est en Markdown, globalement tout le monde pourrait contribuer dessus. Mais c'est un support qui ne va pas pour les designers, parce que les designers n'ont pas forcément tous un compte GitHub, les droits et tout ça dans les entreprises, c'est un peu compliqué. Du coup, pour régler ce problème-là, on est aussi un peu lésé, parce que du coup on a pris 08, qui, je vous laisserai découvrir la plateforme, mais qui va vraiment très bien pour les designers pour contribuer. Donc comme ça, ils gèrent toute la plateforme de leur côté sans avoir besoin de développeurs. Je pense que c'est un vrai atout. Et nous, en tant que développeurs, je pense que le meilleur outil aujourd'hui, l'écosystème le mieux, c'est quand même globalement Storybook. C'est celui aussi qui permet de faire recéter, l'air de rien, nos composants designers. C'est un point clé de la développeur designer, l'expérience qu'il ne faut pas manquer. Donc, toi, tu as dit qu'il fallait avoir peu de support. Moi, je suis plus dans l'idée d'avoir le support qu'il faut pour le temps qu'il faut. Tant que c'est maintenu et que c'est une utilité, il ne faut pas hésiter à investir dedans. Dans mon cas, je suis arrivée dans la boîte actuelle dans laquelle je bosse, dans la précédente, quand je suis arrivée, la doc design était sur 08. Manque de bol, elle n'était pas à jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'évolution du DS côté Figma était très véloce parce que les designers avaient les droits dessus, mais dans la précipitation, la doc n'était jamais updatée. Donc on avait du legacy documentation intéressante, mais finalement pas du tout pertinente par rapport à les composants dans lesquels on était. Donc après moult réflexion, on s'est dit, viens, on prend tout le contenu 08, on le fout dans Figma. Pourquoi? Parce que c'est là où les designers vont quand ils cherchent des infos. Et en réalité, certains devs vont aussi du coup faire go-to-component et vont checker du coup quel doc on a mis pour les designs. Dans la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, c'était pareil, il y avait une ébauche de 08 qui avait été créée mais qui n'avait jamais été publique, publiée et validée par l'équipe et adoptée. Donc il y a eu beaucoup de temps qui ont été investis, ce que je disais tout à l'heure, mais finalement pour rien. Et aujourd'hui, il faudrait récupérer tout et le centraliser du coup dans Figma. Donc ça c'est mon choix, et comme je disais tout à l'heure, c'est tant qu'on n'a pas atteint un niveau de maturité où on est à l'aise avec la doc, ce qui est mon cas, je pense que le plus pertinent c'est de rester dans Figma pour le design. Et après du coup, donc elle est consommée par les designers dans Figma, ça marchait bien, et ça permet aussi un truc important, d'avoir du feedback. C'est-à-dire, à partir du moment où du coup il manque une info, le designer va te taguer, va dire comment ça marche ça. Un développeur c'est pareil, on peut interagir, bim on update, on publish, enfin il n'y a même pas de publish en réalité, mais bim c'est à jour. Donc on est au top de la vélocité. Pour le dev c'est pareil, Storybook, mais on a récemment migré parce que justement niveau tech on a atteint un niveau de maturité assez important, et donc on a développé notre propre site de documentation qui reprend un peu des trucs et qui nous permet beaucoup plus de flexibilité que Storybook. Parce que Storybook c'est très cool, mais dès que tu veux le custom, ça commence à être moins cool. Et notamment, du coup, on intègre une notion de playground où les devs peuvent refabriquer en fait, des composants. Et on garde ça dans l'URL et on peut se l'envoyer et ça permet de faire des debugs et de faire des trucs super cool. Et on a évidemment plein d'autres projets custom là-dessus. Et pour ta troisième question, le content system, il est où? Nous, on n'en a pas. Voilà. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit. Tu as une notion que tu as dit qui est pas importante, c'est la doc pertinente. Je pense que le support, en vrai, c'est pas le plus important dans notre documentation, c'est celui qui est le plus adapté à vos besoins. Par contre, shipper de la documentation pour la documentation, ça n'a aucun intérêt. Parce que derrière, ça pose énormément de questions de comment on la maintient, l'audience et tout ça. Créer de la documentation, c'est quand même un peu un métier, clairement. Mon expérience me fait dire que c'est un métier, qu'il faut vraiment choisir le support le plus adapté, et le mieux c'est qu'elle soit lue, quoi. Donc limite avoir des métriques là-dessus, c'est ce qui importe le plus. Après, si vous voulez développer un framework de documentation custom, libre à vous, je ne le recommande pas, mais ça peut arriver. Alors
Alors je dois déclarer un conflit d'intérêts. Je n'ai pas mis mon t-shirt Storybook, mais je suis dev advocate pour Storybook et contributeur occasionnellement, donc voilà. Je suis profondément opposé à l'idée d'écrire de la documentation. Pour moi, il y a plein de données qu'on a déjà. On a des sources uniques de vérité sur notre décision de design, sur nos décisions du UX. Normalement, parce qu'on a des logs de décision, hein, comme on a discuté, sur les comportements de nos composants, sur les API de nos composants. Toute la donnée structurée que vous avez déjà, le statut de votre composant, combien de bugs vous avez d'ouvert dessus, etc. Toute cette donnée structurée que vous l'avez, exploitez-la et mettez-la en valeur. Dans votre orga, inévitablement, il y a des gens qui produisent de la guideline coûtante, brand, accessibilité, sans doute performance, sécurité, etc., qui vont utiliser le même système de gestion de connaissances. Vous avez déjà des licences dessus, tout le monde sait s'en servir. C'est un bon point de départ quand vous n'avez pas d'outils. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est de garder à l'esprit que vous avez déjà plein de données, que vous pouvez l'exploiter, que vous pouvez la distribuer aussi. Quand on prend des descriptions de composants et qu'on va les mettre automatiquement dans les frames Figma et puis dans la JSDoc et puis que tout le monde retrouve la même description de le nom de composant mais que c'est géré par un script, bah, c'est pas mal. Notre métadonnées, par exemple le statut de dépréciation des icônes, on les gère dans des métadonnées dans Figma et puis notre script qui poule les icônes de Figma, bah, il push ça sur toutes les plateformes et on n'a pas besoin de documenter. Nos design tokens, Style Dictionary, et en fait, on va lui filer on va lui filer les tokens, il va faire un index de recherche, et puis on a un petit moteur de recherche codé dans Storybook qui derrière va nous permettre de montrer nos tokens avec toutes les valeurs, tous les noms sur toutes les plateformes. C'est gratuit et ça fonctionne très bien, mais surtout on ne l'a pas fait à la main. Et le pire truc que vous puissiez faire, c'est d'écrire plein de docs, de prendre du temps avec un outil bien spécifique et de ne pas pouvoir l'exporter, de ne pas pouvoir la réutiliser, de ne pas pouvoir la donner à une IA, de ne pas pouvoir la migrer vers un autre système où il y a d'autres personnes, parce que c'est du temps que vous aurez perdu, que vous ne récupérez pas. Donc, vaut mieux se focaliser sur la donnée structurée qu'on peut exploiter, sur les outils avec lesquels les gens sont à l'aise dans votre orga et où ils pourront contribuer, et en écrire le moins possible. Partager plutôt qu'écrire, ce qui est déjà... Rapide up sur l'automation, vous en avez parlé un peu tous les deux ce soir. Il y a moyen de faire plein de trucs vraiment super cool avec plein d'outils. Je pense à Zapier, je pense à Figma, des API aussi, donc même pour des personnes pas dev, il y a moyen de jouer avec des outils comme Zapier, Make.com, avec du coup du Airtable aussi si on veut du coup être un peu autonome sur du coup du dashboarding, du monitoring et de la gestion. Même avec Jira, on peut faire des trucs, notamment du coup avec les services desk pour récolter du support et des feedbacks et automatiser du coup de la remontée de bugs. Intégrer tout ça avec du Slack pour du coup avoir les notifs, c'est génial aussi. Possiblement du coup mettre tout ce qui est support dans un channel public pour ensuite détailler les problématiques des gens. Et du coup, ça à la portée de tout le monde aujourd'hui, vraiment. Enfin, c'est pas nécessaire de savoir dev pour utiliser des outils d'automation. Il y a vraiment moyen du coup d'améliorer sa vie de designer ou de tech sur DS et même de manière générale en réalité. Donc amusez-vous avec les automations et partageons du coup après les automations autour des DS. Ça pourrait être très très cool de faire un talk là-dessus. Top. On va conclure là-dessus. Merci à tous nos speakers. Je vais, Et avant de passer à l'apéro, deux choses. On voulait faire une photo pour communiquer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une photo d'avoir de l'une ensemble de tout le monde? Est-ce que ce serait OK pour tout le monde? Et sinon, je vous propose de vous retirer de la photo. Et l'autre, c'est comme l'apéro va prendre place ici, si pour les personnes qui sont sur les chaises, juste de les plier et on va s'occuper de les mettre sur le côté, on va s'occuper de les ranger ensuite. Pour que ce soit plus pratique. Okay. Merci à toi.